ce webinaire qui concerne donc les erreurs à éviter dans le mandat de protection future, qui donc sont les erreurs principales qui nous ont semblé les plus importantes à mettre en évidence pour améliorer la manière de rédiger ces mandats de protection future. Donc, ce webinaire, il est présenté par moi-même, Mélanie Parnot. Je fais partie d'une structure qui s'appelle Droit Quotidien LegalTech, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Droit Quotidien et qui, depuis 28 ans, a pour mission de faciliter l'accès aux droits des citoyens. Et donc, on a choisi en France de travailler sur le sujet de l'amélioration de l'accès aux droits des personnes âgées, compte tenu de l'enjeu de la transition démographique. C'est la raison pour laquelle on s'est concentré depuis plus de 4 ans maintenant sur le sujet du mandat de protection future. Donc, dans ce webinaire, on va aborder essentiellement 3 sujets. Le sujet du contrôle des comptes, pour lequel on a constaté qu'il y avait un certain nombre d'erreurs. Et puis, le sujet des droits du mandant, qui ne sont souvent pas suffisamment mis en évidence dans les mandats. Et enfin, la problématique de l'expression des volontés du mandat. La première des erreurs que l'on va évoquer, c'est la question du contrôle des comptes, et notamment le fait qu'il ne faut pas oublier de désigner un contrôleur. Alors, c'est vrai qu'au sujet de cette erreur, les notaires avec qui on a des échanges, puisque depuis 2 ans, on a pas mal d'échanges avec de nombreux notaires, puisque notre mission est de faire en sorte que le maximum de mandats soit rédigé, mais qu'il soit rédigé de la manière la plus qualitative possible pour qu'il n'y ait pas de difficultés au stade de l'activation. De nombreux notaires nous ont fait part du fait que il trouvait anormal d'être chargé du contrôle des comptes en cas d'activation du mandat de protection future. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en sont déjà conscients, mais en réalité, le notaire, il a 2 missions qui sont prévues par l'article 491 du Code civil. La mission de conserver les pièces justificatives, donc il est dépositaire des comptes, le notaire, et il a pour mission d'alerter le juge des tutelles si effectivement il y a des mouvements de fonds qui sont anormaux. Et la doctrine a fait un raccourci, en tout cas il y a eu une mauvaise interprétation de ces 2 obligations, puisqu'on a considéré pendant longtemps que ces 2 obligations induisaient une 3e obligation, celle pour le notaire de contrôler les comptes. Or, aucun texte du Code civil ne prévoit que le notaire est chargé de lui-même faire des investigations dans les comptes pour s'assurer que le mandataire de protection future exerce son mandat de manière conforme. En réalité, l'article 486, alinéa 2 du Code civil, prévoit que le mandat doit préciser les modalités selon lesquelles le contrôle des comptes est réalisé. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace de liberté contractuelle à ce sujet, mais cet espace de liberté contractuelle est quand même limité puisque l'article 1258-2, deuxièmement du Code de procédure civile, indique qu'au moment de l'activation des comptes, le greffier des tutelles doit vérifier qu'il y a bien des modalités de contrôle qui sont organisées dans le mandat. Donc, si le contrôle n'est pas organisé, eh bien, le mandat ne peut pas être activé, en principe. Et de ce fait, il convient de désigner un contrôleur qui ne soit pas, du coup, le notaire, qui va avoir pour fonction donc d'assurer ce contrôle des comptes et d'informer le notaire en cas de mouvement anormal, en tout cas d'exercice du mandat incorrect au regard des comptes de gestion. Ce que je vous indique a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a été rendu en 2022.
Dans cet arrêt, ce que dit la Cour d'appel, c'est que, faute de contrôleur désigné, eh bien, le mandat ne peut pas se poursuivre. Comme donc, la Cour d'appel indique bien que le notaire n'est pas chargé du contrôle approfondi des comptes et qu'il faut qu'il y ait un contrôleur qui soit désigné. Et faute de contrôleur, eh bien, il faut nécessairement révoquer le mandat et désigner, mettre en place une tutelle pour poursuivre l'accompagnement de la personne en perte de capacité. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Si on veut pouvoir avoir un mandat de protection future qui soit correctement, qui puisse être mis en œuvre correctement, il faut absolument qu'un contrôleur soit désigné. Comment est désigné ce contrôleur? Alors, il peut être désigné de deux manières. Si on s'inspire de ce qui est fait au niveau du CERFA, dans le CERFA, il est expressément prévu que le contrôleur est désigné nommément et qu'il signe le mandat de protection future au stade donc de sa rédaction. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout à fait imaginer qu'au moment de la rédaction du mandat de protection future, eh bien, le contrôleur est nommément désigné et qu'il intervient à l'acte pour accepter sa mission. Ou bien, deuxième hypothèse qu'on peut identifier dans certaines trames de mandat, eh bien, vous avez la possibilité de prévoir que le contrôleur n'est pas désigné au moment de la signature du mandat, mais qu'il sera désigné d'un commun accord entre le mandataire et le notaire au moment de l'activation du mandat. Alors, vous avez certaines trames qui prévoient que c'est le mandataire qui décide de la désignation du contrôleur. C'est quand même problématique que ce soit le mandataire lui-même qui seul choisisse la personne qui va le contrôler. C'est pour la raison pour laquelle, et par ailleurs, on a pas mal de notaires qui nous ont dit qu'ils seraient mal à l'aise d'avoir eux-mêmes pour mission d'aller chercher un contrôleur. Il y a toujours la problématique de savoir, d'imposer, d'une certaine manière, de devoir imposer un contrôleur avec le coût, en fait, que représenterait ce contrôleur. Donc, la solution qui semble la plus adaptée, c'est de désigner, s'il n'a pas été désigné dans le mandat, c'est qu'il soit désigné, mais cette fois-ci d'un commun accord entre le mandataire et le contrôleur. Ce qui revient à dire que le mandataire va chercher un contrôleur, se mettre d'accord avec le prix de ce contrôleur et soumettre pour accord au notaire la désignation de ce contrôleur de manière dans la pratique. Qui donc peut être ce contrôleur? Eh bien, le contrôleur, comme on est sur un espace de liberté contractuelle, tel que prévu par la ligne 2 de l'article 486, eh bien, ce contrôleur peut tout aussi bien être un proche du mandant ou bien un professionnel. Et là, en termes de professionnel, on a plein de possibilités. On peut imaginer assez logiquement un expert comptable, mais aussi on peut imaginer un commissaire de justice, puisque les commissaires de justice vont désormais avoir la mission du contrôle des comptes du côté des mesures de protection judiciaire. Donc, c'est ce qui est déjà prévu d'un point de vue légal. Et on peut aussi imaginer que ce soit un conseiller en gestion de patrimoine et pourquoi pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnels indépendants ou enfin un prestataire spécialisé puisque vous avez des prestataires qui proposent cette mission de contrôle des comptes dans le cadre du mandat de protection future. Nous, par exemple, on le propose également, même si ce n'est pas la vocation que l'on a première, mais quand il n'y a personne d'autre à désigner, on est susceptible d'être désigné comme contrôleur. Donc tout ça résulte de l'article 486 alinéa 2 du Code civil. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous souhaitez mettre en place, poursuivre la mise en place de mandats de protection future, c'est quand même beaucoup plus raisonnable de prévoir une modalité de désignation d'un contrôleur plutôt que de rester vous-même contrôleur, puisque vos émoluments, tels qu'ils ont été prévus par la loi, n'incluent pas la réalisation de ces contrôles. Ils sont vraiment faibles, ces émoluments. Donc, et en termes de responsabilité, c'est quand même plus raisonnable de faire en sorte que ce ne soit pas vous, mais une autre personne qui assume cette mission. Et si vous souhaitez faire davantage de mandats de protection future, c'est probablement beaucoup plus raisonnable d'avoir un contrôleur, que cette mission soit exercée par un tiers,
puisque vous ne pourrez pas absorber un nombre important de mandats de protection future si vous conservez cette mission qui n'est, somme toute, pas rémunérée dans le cadre de vos émoluments. Je vais poursuivre sur la deuxième erreur que l'on retrouve. Alors, on a, avec Élodie, analysé, donc notre juriste experte qui intervient à mes côtés, on a analysé les mandats de protection future qui sont établis dans le cadre des logiciels métiers, mais également dans le cadre des différents éditeurs juridiques, pour voir finalement comment était traitée cette matière. On a nous-mêmes rédigé nos propres trames à la lumière là, de toute la réglementation, mais aussi de ma pratique, parce que moi je suis avocate en parallèle de la direction de cette entreprise sociale droit quotidien LegalTech. Je suis aussi avocate en droit des tutelles, donc j'interviens devant les juges des tutelles. On a analysé donc ces 4-5 dernières années la réglementation et la pratique pour voir comment faire pour que ces mandats de protection future soient les plus qualitatifs possibles. Et parmi les choses que l'on a pu identifier, c'est que quand on lit ces trames de mandats de protection future, on a vraiment le sentiment qu'il manque une personne, c'est le mandant. En réalité, on n'évoque jamais véritablement les droits du mandant ou de manière très sibylline. Et pourtant, c'est absolument essentiel si on veut que ces mandats soient exercés dans le respect de cette réglementation. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation? Elle dit que les mesures de protection, et donc le mandat de protection future, il doit favoriser la dignité et l'autonomie du mandant. Donc ça, c'est l'article 415 du Code civil, qui ne s'applique pas que pour la tutelle, la curatelle, l'habilitation familiale ou la sauvegarde de justice. Non, cet article, il concerne toutes les mesures de protection, en ce compris le mandat de protection future. Donc, c'est absolument essentiel et on ne le retrouve pas du tout dans les trames de mandat. Donc, c'est un point qui doit être vraiment amélioré dans les mandats qui sont rédigés. En complément de l'article 415, il existe une charte, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, qui initialement a été donc est inspirée des règles qui sont prévues dans le Code civil et qui a pour finalité de permettre à la personne protégée de connaître ses droits. Donc cette charte, quand une mesure de protection est mise en place, elle doit être transmise à toutes les personnes protégées. Donc, c'est spécialement prévu pour les mesures de protection qui sont exercées par des professionnels, mais dans l'absolu, cette charte, elle a vocation à s'appliquer, y compris même quand la mesure de protection est exercée par la famille. Donc, ça peut être très intéressant de rappeler l'existence de cette charte dans les mandats de protection future et ainsi de permettre au mandant d'avoir conscience de ses droits en cas d'activation du mandat. Alors, parmi les droits qui nous semblent importants de rappeler dans le mandat de protection future, il y a d'abord le fait que le mandant peut modifier et révoquer le mandat de protection future avant activation. Alors, effectivement, cette disposition, on la retrouve en général dans les trames de mandat, mais pas de manière suffisamment apparente. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour le mandant d'identifier à la lecture du mandat qu'il a ce droit de révoquer et de modifier ce mandat à tout moment. Ensuite, point très important, il faut que le mandant sache qu'il a le droit d'exercer lui-même ses droits, même après activation du mandat. Alors, c'est vrai que ça, c'est un point qui gêne parfois. Où peut-on trouver la charte? En fait, excusez-moi, j'ai vu la question, donc j'y réponds tout de suite. Du coup, la charte, on peut la trouver, mais Élodie vous mettra le lien. Vous pouvez la trouver dans le Code de l'action sociale et des familles. C'est une annexe. En fait, c'est une des annexes qui figure dans le Code de l'action sociale et des familles. Mais si vous tapez sur Google, vous la trouverez en fait assez facilement. Donc, le texte est accessible, il a été notamment mis en forme de manière plus agréable par l'UNAF. Voilà. Donc,
Donc, pour revenir à ce que j'expliquais, du coup, c'est vrai que le fait que le mandant peut exercer lui-même ses droits, même après activation du mandat, c'est quelque chose qui parfois peut choquer en disant, mais alors s'il fait n'importe quoi, ça va poser des difficultés pour l'exercice du mandat. Alors, il faut savoir que si effectivement le mandant a des troubles du comportement qui font que finalement l'exercice du mandat de protection future devient trop compliqué, effectivement, le mandataire peut lui-même aller voir le juge titulaire pour dire bon, les troubles du comportement du mandant sont problématiques, donc peut-être faudrait-il révoquer le mandat et passer à une mesure de protection plus traditionnelle. Toutefois, dans la pratique, en réalité, quand les personnes se trouvent en situation de perte d'autonomie, elles n'ont généralement pas de troubles du comportement. Mais ce qui est important, c'est que psychologiquement, de se dire que même si le mandat est activé, je ne suis pas privée de ma liberté. C'est important et ça peut inciter les personnes à faire plus facilement des mandats de protection future. Donc, c'est quand même un droit qui est important à mettre en valeur parce que ça permet au mandant de se dire que finalement, il n'est pas privé de sa liberté. Et enfin, c'est important de rappeler au mandant, et ça, on ne le trouve pas dans les trames, mais c'est très important de rappeler au mandant qu'à tout moment, après activation du mandat, il peut saisir le juge des tutelles d'une difficulté. Souvent, il est indiqué que telle et telle personne dans le mandataire, le notaire, peut saisir le juge des tutelles, mais le mandant lui-même aussi peut saisir le juge des tutelles. Après, sur la partie exercice des droits une fois que le mandat est activé, il y a la partie qui concerne la protection de la personne. En fait, si le mandant en a encore la possibilité, même si le mandat est activé, c'est lui qui décide seul pour sa santé, pour son lieu de vie et pour ses relations sociales, par exemple. Donc, ça résulte des articles 457.1 à 459.2 du Code civil qui sont expressément visés dans les dispositions sur le mandat de protection future dans le Code civil. Donc, ces articles doivent être portés à la connaissance du mandant et du mandataire. C'est important de rappeler que c'est bien le mandant qui décide seul tant qu'il le peut, même si son mandat est activé. Ensuite, sur la protection des biens, effectivement, souvent, dans la pratique, et nous on le voit, parce on accompagne pas mal de personnes, notamment dans le cadre nos partenaires du médico-social, en général, les personnes rapidement sont dépassées sur tout ce qui va concerner la protection de ces biens. Et donc, mais pour autant, le mandataire de protection future, il doit toujours associer le mandant en lui demandant son avis et en l'informant de toutes les démarches. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les mandats de protection future qui ne sont rarement rappelés. Et ça relève, et donc c'est bien expliqué dans la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, mais ça résulte tout naturellement de l'article 415 du Code civil qui dit qu'il faut favoriser la dignité et l'autonomie. Et donc, le fait d'informer et de demander l'avis à la personne, eh bien, c'est essentiel pour respecter sa dignité et essayer de garantir son autonomie. Le dernier point que nous souhaitons aborder, c'est celui des volontés, parce que le mandant, il peut être amené à exprimer des volontés, mais la difficulté, c'est que il faut faire en sorte qu'elles ne soient pas figées, ces volontés. Parce que quand le mandataire exerce le mandat de protection future, il doit le faire dans le respect des volontés du mandant. La difficulté, c'est comment faire pour permettre au mandant d'exprimer ses volontés. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que dans certaines trames de mandat, on identifie par exemple que des volontés vont être exprimées concernant la personne de confiance, les directives anticipées, l'animal de compagnie, la religion, etc., etc. La difficulté, c'est qu'en indiquant ces volontés dans le mandat ou bien en annexe, on va les figer. Et d'autre part, ça va être une atteinte aussi à l'intimité de la personne, qui ne veut pas nécessairement rentrer dans le détail de ses volontés dans un document qui, un jour, peut devenir l'équivalent d'un jugement de tutelle, puisque du jour où le mandat est activé, eh bien c'est ce document qui doit être présenté à tous les tiers
pour que le mandataire puisse justifier de ses pouvoirs. Donc, c'est vraiment relativement problématique de l'indiquer. Donc, l'erreur qui consiste à vouloir mettre un maximum de choses dans le mandat, eh bien, c'est de figer des volontés qui, par la suite, peuvent évoluer et obligeraient, dans ce cas-là, le mandant à révoquer son mandat et en écrire un nouveau. Pour ce qui est particulièrement des directives anticipées et de la personne de confiance, nous, effectivement, les trames souvent indiquent ces volontés-là dans le mandat de protection future et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que le mandat de protection future n'est pas le lieu pour ça. On peut changer d'avis sur ces directives anticipées et on peut ne pas vouloir que son mandataire de protection future soit sa personne de confiance. Il existe un dispositif beaucoup plus adapté pour ça, c'est l'espace santé. Il a beaucoup de succès actuellement. Donc, l'espace santé, c'est la CPAM, en fait, qui met cet espace à disposition de manière sécurisée. Ça vaut vraiment le coup d'indiquer à vos clients, plutôt que d'indiquer les directives anticipées de la personne de confiance dans le mandat de protection future, de les orienter vers leur espace santé, qu'ils vont pouvoir, de ce fait, compléter et faire évoluer. S'ils veulent changer de personne de confiance, ils veulent modifier leur directive anticipée, ils pourront le faire tranquillement sur leur téléphone ou avec leur ordinateur. Et il y a même des formations qui sont organisées à l'initiative de différents acteurs pour aider les personnes à compléter leur espace santé. Le gros avantage, c'est que cet espace santé, le jour où la personne est hospitalisée, eh bien, les professionnels de santé y ont tout de suite accès. Donc, c'est un gain de temps considérable. Et il faut savoir que d'ailleurs, on a tout à fait la possibilité de déposer une attestation de mandat de protection future dans l'espace santé de la personne, ce qui permettra aux professionnels de santé d'y accéder et de pouvoir contacter, on peut même laisser les coordonnées du mandataire de protection future dans l'espace santé, ce qui permettra, vu qu'il n'y a pour l'instant pas de registre, de pouvoir, pour les professionnels de santé, de pouvoir prendre contact rapidement avec le mandataire de protection future désigné et de l'inviter, du coup, à activer son mandat. Donc ça, c'est vrai que cet espace santé, c'est quand même un dispositif vraiment pertinent pour les volontés, et alors que le mandat est beaucoup plus figé et moins facilement accessible. De notre côté, on a également conçu une plateforme qui s'appelle Alix Accompagne et qui va permettre de guider les personnes pour exprimer leur volonté sur plein de sujets de leur vie. Donc, ils vont signer leur mandat de protection future avec leur notaire et en parallèle, ils pourront aller sur leur coffre-fort numérique et, grâce à ce coffre-fort, exprimer leur volonté sur la situation personnelle, familiale, leur habitude de vie. Il y a aussi une partie santé s'ils veulent compléter ce qu'ils ne peuvent pas indiquer dans l'espace santé. Une partie patrimoine, ils vont pouvoir faire l'inventaire, exprimer leur volonté concernant leur patrimoine, leur budget, leurs mesures d'anticipation, leurs choix futurs. Donc, toutes ces volontés, une fois qu'ils les ont complétées, ça va générer un PDF qu'ils vont signer numériquement par le biais d'une signature avancée qui reste donc enregistré dans la plateforme et qui, si nécessaire, peut être transmis au notaire qui pourra donc en conserver également un exemplaire. Et ces volontés restent confidentielles et ne sont mises à la disposition du mandataire et du contrôleur qu'en cas d'activation du mandat. En cas d'activation du mandat, nous contactons le notaire pour s'assurer que tout est OK. Et si tout est OK, on ouvre l'accès au mandataire et au contrôleur à l'espace de façon à ce qu'ils puissent examiner les informations qui ont été déposées pour eux dans le mandat. Et dans nos trames de mandat, eh bien, on va préciser qu'il existe un coffre-fort de volonté et que le mandataire devra exercer son mandat dans le respect des volontés exprimées dans le coffre-fort, évidemment, sous réserve que ce soit possible.